सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. Good evening, friends. Today is an extremely special day for me because not only because it is the 1st of July, there are many firsts that are happening today. And the first that I'm going to talk about is, for the first time, we are doing a festival called Festival Francophone des Arts et de la Culture, where we are going to be having people who are connected with France, who love France, not necessarily French citizens, but Indian nationals or any other nationals, but who have learned the art of loving France, loving French, and this is a tribute to our Divine Mother, who is French, and also at the same time to celebrate the 150th anniversary of Sri Aurobindo. And you'll all be surprised to see what extraordinary connections we have with France. And we have learned French because of her, not for any other reason. And I'm also extremely surprised to see for my own self the quality of French that the non-French citizens have learned is simply amazing. So with all this gratitude, I would like to introduce my dear alumni, Litaki, who surprised me when I first saw her lovely YouTube talk on singlehood. We've heard of childhood, we've heard of adulthood, we've heard of many brotherhood, but not singlehood. So I'll introduce her quickly and we'll go quickly down so that we can focus straight. And you're very lucky and so are we blessed that you're actually starting FFAC, which is a festival for a new festival. Okay. It's a little bit like there's a festival of Sanskrit happening in Berlin, or a Bengali festival happening in Korea. And we are in a small town having a French festival, just because we are children of the Mother. Le Genre Singlehood by Dr. Ketki Chokani. Dr. Ketki Chokani est prof de sociologie à Manipal, Centre pour l'Humanité. Elle est la première à enseigner un cours sur 5 studies en Inde. Elle a écrit sur le genre singlehood et la sexualité dans le New York Times, Square Peg, Indian Journal of Medical Ethics, The Hindu, et a publié Routledge and Cambridge University Press. Dr. Chokani a reçu son doctorat à Tata Institute of Social Sciences à Mumbai. Elle a grandi à Pondicherry. So she's going to be speaking only in French. I'm going to be, I think everybody understands French, so I won't do the translations if you allow. With this, I hand you over. Un grand merci à Lalit pour m'inviter pour le Festival francophone des arts et de la culture. Aujourd'hui, je vais parler à propos de singlehood, la recherche, au cours de la recherche que je fais, un peu ce que j'enseigne. Alors, comment est-ce qu'on définit le célibataire? Alors, j'utilise les mots célibataire et singlehood un peu interchangeably. Mais en tout cas, il y a une petite différence, mais ça c'est pour un autre jour. Alors, comment est-ce qu'on définit le célibataire? Alors, un célibataire peut être quelqu'un qui n'est jamais marié, peut-être une personne qui est divorcée, séparée, personne qui est une veuve, et ça peut aussi être une personne qui a des enfants, qui n'a pas des enfants, qui vit seule, ou qui vit avec les autres, par exemple les amis, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, peut-être des roommates. Alors, avec ça, on définit que la personne célibataire, et c'est un umbrella term. Il y a plusieurs sortes de personnes qui sont célibataires. Okay? Mais pourquoi est-ce qu'on étudie
singlehood? Pourquoi est-ce qu'on étudie singlehood? Pourquoi est-ce qu'on fait la recherche sur singlehood? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a une grande tranche de population à l'Occident, mais aussi en Inde. À l'Occident, aux États-Unis, c'est presque 50%. À Sweden, il y a 50% qui vivent seuls, solo. Et en Inde aussi, les femmes spécialement, il y a plus en plus de femmes qui sont célibataires. Ça peut être veuve aussi, ça peut être séparé, déserté en Inde spécialement. Alors, c'est une tranche de population qui augmente. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est on doit étudier cette tranche de population. Qu'est-ce qui arrive avec eux? Comment est-ce qu'elles vivent? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Alors, ça, c'est la première raison d'étudier le singlehood. La deuxième raison, c'est que singlehood est une perspective. Comme par exemple, quand on étudie le genre. Le genre, c'est une perspective qu'on a sur le monde. De la même manière, singlehood, c'est une perspective qu'on a sur le monde. Comme on a une perspective de religion, on a une perspective de caste, on a une perspective de race. N'est-ce pas, en Inde, ici, on parle à propos du race, on parle à propos du caste, on parle à propos du genre. De la même manière, singlehood est une perspective qu'on a sur le monde. Ok, alors ça, c'est les deux raisons dont on étudie, on recherche, et moi, j'enseigne aussi le singlehood. J'ai commencé à enseigner Single Studies il y a 2 ans, et je l'enseigne au niveau de postgraduate level dans les cours de sociologie. Et ça, c'est un cours qui n'est pas électif, c'est un cours qui est mandatory si on fait la sociologie. Et j'enseigne ce cours parce que je veux que les étudiants pensent à propos de ce phénomène et je veux que les étudiants s'avancent et continuent à faire cette recherche. Parce qu'en Inde, la recherche sur singlehood, il n'y a pas beaucoup. Il y a peut-être moi, il y a 2 ou 3 personnes encore. Alors, c'est mes étudiants qui vont mener ce travail. Et je le dis quand vous faites votre devoir, ce que vous écrivez, c'est toujours original parce que c'est personne qui a écrit ça. On ne peut pas dire à propos de ça des autres, peut-être sur d'autres topics. Quoi. Alors, pour ça, c'est quelque chose de toujours original. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités de vraiment faire quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est une des raisons d'enseigner Single Studies en Inde. Et quand on étudie, qu'est-ce qu'on étudie spécifiquement? Il y a 2 ou 3 choses. La première chose, c'est on étudie la discrimination qui est liée au singlehood. Alors, il y a un terme qui s'appelle singlism. Ça a été développé, c'est maintenant dans le dictionnaire anglais, et ça a été développé par Dr. Bella de Paulo, qui est un social psychologist aux États-Unis. Et elle dit que, comme le sexisme, comme le racisme, comme le castisme, le singlisme, c'est une forme de discrimination contre les gens qui sont célibataires. Alors, cette sorte de discrimination, c'est ce qu'on étudie la plupart du temps quand on étudie ou on recherche le singlehood. Alors, il y a de différentes sortes de singlisme, différentes sortes de discrimination. Il y a peut-être la discrimination au niveau social, au niveau culturel, au niveau de loi du gouvernement. Voilà. Alors, par exemple, au niveau culturel, alors qu'on voit la télévision, on voit le cinéma, on lit la littérature, on ne voit jamais des personnes qui sont célibataires, qui sont heureux. C'est toujours ce qu'on voit, c'est le monde du couple. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais couple culture. Ce qu'on voit autour de nous, c'est toujours le mode couple, le mode du couple, le mode de 2, pas le mode de 1. N'est-ce pas? Ou même pas le mode infini, c'est seulement le mode de 2. Alors, parce qu'il y a ce mode de 2 dans la culture peut-être, dans le cinéma, la télévision, on seulement voit la représentation du couple. On ne voit jamais la représentation d'une personne qui est célibataire, mais qui est heureuse. Et qui a une belle vie, qui a une vie. Alors,
la chose la plus importante à comprendre, c'est que avec ce couple culture, avec ce mode de couple, ce qu'on pense, c'est la société pense que c'est seulement la belle vie peut-être fait seulement en couple, seulement en être marié, seulement en faire de famille. Mais c'est possible aussi de faire une belle vie, être célibataire. Voilà. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un manque de représentation dans la culture, dans la télévision et dans social media aussi. Maintenant, vous voyez hashtag couple goals, c'est partout quoi. Mais il n'y a pas hashtag singlehood goals. Ok, j'essaie ça un peu. Ok, alors là, c'est la discrimination au niveau du culture. Il y a la discrimination au niveau de la société. Par exemple, il y a les stéréotypes. Vieux garçon, vieille fille, cat lady. Pour les hommes, c'est parfois, il est célibataire, il doit être creepy, ou c'est une femme célibataire, elle doit être frustrée, ou elle doit être un peu coucou. Quoi. Alors, il y a tous ces stéréotypes autour des femmes et des hommes qui sont célibataires. Il y a aussi des stéréotypes autour des gens qui sont single parents. Alors, il y a ces différents types de discrimination, de stéréotypes. Et aussi, il y a, par exemple, quand les couples sortent dîner ou manger ou aller quelque part ou voyager, ils vont toujours en couple. Parce que c'est quelque chose comme la personne qui est célibataire, ça devient un third wheel. Alors, il y a cette sorte de discrimination au niveau social aussi. Et la troisième, c'est la discrimination au niveau du loi du gouvernement. Aux États-Unis, on a fait beaucoup de recherches. Il y a peut-être des centaines ou des milliers, peut-être des centaines de lois qui sont en faveur des gens qui sont mariés. Alors, par exemple, il y a une loi où les gens qui sont célibataires doivent payer plus de taxes que les gens qui sont mariés. Ou il y a peut-être, tu as une insurance, alors tu peux ajouter ton époux, mais tu peux pas ajouter un ami. Alors la personne qui est célibataire ne peut pas ajouter un ami, un voisin, une soeur, un frère. Alors il y a ces sortes de lois, ils ont documenté des centaines de lois où la personne qui est mariée a plus d'avantages en termes de sécurité sociale, en termes d'économique. En Inde, c'est quelque chose qu'on commence à étudier, peut-être on peut parler davantage avec Rav, mais en Inde, je commence avec un collègue qui enseigne la loi à Delhi. On va regarder les lois en Inde on appelle ça marital status discrimination, on va voir. Mais c'est une loi que je peux parler à propos de. C'est la loi que quand vous êtes âgé, qui prend soin de vous. Alors la loi indienne, c'est que si vous êtes âgé, le gouvernement ne prend pas soin de vous, c'est votre enfant. Alors les gens qui n'ont pas d'enfants ou les gens qui ne sont pas mariés, eux, ils n'existent pas dans cette loi. Vous voyez alors la discrimination au niveau du loi. Et maintenant, on n'a pas étudié les lois en Inde. Alors c'est ce qu'on doit faire en Inde, systématiquement comme on a fait dans les autres pays. Et une autre chose qu'on étudie, c'est aussi comment on peut créer un monde plus amical pour les célibataires. Alors, la recherche nous a dit que les gens qui sont célibataires ont un plus grand réseau social que les gens qui sont mariés. Par exemple, ils auront plus d'amis, ils vont soigner leurs parents plus, ils vont peut-être soigner les voisins, les amis. Alors leur réseau social, et ils vont aussi aider pour les organisations civiques. Alors c'est les gens qui sont célibataires contribuent plus dans la société de cette manière que les gens qui sont mariés. Et aussi, on a vu que, par exemple, alors quand on étudie, on doit aussi voir comment est-ce qu'on crée un monde plus favorable, n'est-ce pas? Alors la première chose, c'est peut-être les bâtiments.
Est-ce que vous connaissez des bâtiments qui sont bâtis pour des familles et des couples ou des bâtiments qui sont bâtis pour une personne qui habite seule? La plupart des bâtiments, c'est bâti pour, il y a un 2 BHK, 3 BHK pour une famille. Voilà, pour une famille, pour un couple. Alors ça, en Suède, on commence à faire des bâtiments pour des personnes qui habitent seules. Et en Inde, j'en suis sûre que quelques de vous savez, que peut-être à Bangalore, à Mumbai, à Delhi, si vous êtes célibataire, c'est très difficile de louer un appartement. Et alors, ces sortes de choses vont changer. Ou peut-être les villes. Est-ce que les villes sont construites pour quelqu'un qui vit seul? Est-ce que les hôpitaux sont construits si on est seul? Comment est-ce qu'on va aux hôpitaux? Comment est-ce qu'on va voir le médecin s'il n'y a personne d'autre avec nous, s'il n'y a pas un époux? Il y a un exemple, une chercheuse très âgée aux États-Unis. Elle avait le cancer et elle est allée au médecin. Et lui, la première chose qu'il lui a demandé, c'est « Est-ce que tu es mariée ?» Elle a dit non. Alors lui, il a dit que « Alors, je ne peux pas te donner ce médicament qui est un peu dur parce que tu n'as personne. » Parce qu'elle n'était pas mariée. Elle lui a dit « Mais non, j'ai un grand réseau social, j'ai des amis, j'ai des voisins, j'ai des cousins, cousines, j'ai des familles. » Non, mais tu n'as pas un époux. Alors, elle est allée à un autre médecin. Lui, elle lui a donné un médicament, le médicament qui était nécessaire. Et maintenant, elle va survivre avec ça. Et si le premier médecin ne l'avait pas donné ça, elle aurait été morte aujourd'hui. Alors ça, c'est une sorte de discrimination au niveau du santé qui est vraiment dangereux. Voilà. Alors on doit comprendre comment est-ce qu'on peut créer ce monde où on est plus favorable, on est plus amical aux gens qui ont une différente sorte de vie, qui vivent une vie pas seule, pas isolée, mais seule ou solitaire ou avec les autres. Et je pense que c'est pas très difficile à imaginer ce monde parce qu'ici à Pondichéry, à l'ashram, on a ce monde. C'est la mère et Sri Aurobindo ont créé ce monde pour nous. Parce que je pense que l'ashram est un modèle où il y a 2 ou 3 000 de gens qui sont célibataires. La plupart d'eux vivent seuls. Il y a une structure où tout le monde, on prend soin de tout le monde. On a vu ça pendant la pandémie. Comment les personnes qui n'avaient pas de famille traditionnelle n'étaient pas isolées, mais on les a aidés. Et quand on grandit, on n'a pas de rôle model. On est toujours entouré de familles de couples. Mais quand on grandit à Pondichéry, quand on grandit à l'ashram, il y a toujours des rôles models. On a 2 ou 3 000 de rôles models. Et ça, c'est une chose exceptionnelle. Alors, et c'est pas seulement la structure de l'ashram, mais c'est aussi la philosophie, parce que Mère et Sri Aurobindo, les deux, ont dit que le mariage et la famille, c'est seulement une étape dans l'évolution humaine. C'est seulement une étape. Et quelqu'un qui veut vivre la vie spirituelle, pour eux, c'est pas nécessaire. Alors, c'est la philosophie, et avec la philosophie, il y a aussi l'éducation intégrale qui est très importante pour vivre une vie célibataire. Comment? Je pense qu'il y a des similarités entre l'éducation intégrale et ce qu'on appelle post-materialism. Évidemment, l'éducation intégrale est venue plus tôt que post-materialism. Mais les similarités, c'est que les deux, ça ne parle pas du monde matériel, ça parle plutôt de créativité, ça parle plutôt de l'être humain, ça parle plutôt de l'aventure, ça parle plutôt de liberté. Et la recherche, on s'aperçoit que les gens qui ont des valeurs post-matérielles trouvent ça plus facile de vivre une vie célibataire. Alors ici, si on a une éducation, si on a grandi ici avec l'éducation intégrale, pour nous c'est plus facile de vivre cette sorte de vie. Parce que nous ici, nous avons eu cette sorte d'éducation, on en est
Alors pour nous, c'est plus facile. Alors ça, avec ces idées, je finis mon petit discours et j'invite les questions. Merci. Have you decided to remain single? It is not, I am not talking personally here, I am talking about my work. Important question, right? At the moment, yes. Yeah. What are the kind of students? Who are the kind of students coming for this course? For this course, Masters, Sociology, Indian students. The classes, more male, more female. Parce que dans les classes de sociologie, on a plutôt les femmes. Il y a quelques classes où il n'y a pas d'hommes du tout. C'est plutôt les femmes. Mais les humanités, c'est seulement les femmes qui étudient en ce moment. Parce que les hommes, ils vont étudier engineering et le médecin et des autres choses alors. C'est un problème des disciplines, c'est pas un problème de single studies. Dans la société générale, on est toujours en train de penser qu'une vie toute seule, c'est très dur. Mais là, on comprend que ce n'est pas nécessairement dur. Non, c'est pas. Ça peut être aussi joyeux. Ça peut être très joyeux et ça. Plus. Oui. Ça te tente. Ça toujours tente les mariés. Et pour faire que ce sujet devient obligatoire, comment tu as fait ça? Est-ce que c'était toi ou c'était un besoin qu'on a senti? C'était moi, maintenant c'est obligatoire au dernier semestre, dernière année. Mais c'est moi qui a pensé que c'est important et j'ai poussé, j'ai fait un peu de PR. C'était bien reçu. J'ai fait un peu de PR alors. Ça c'est super. Oui, merci. Comment on définit le célibat exactement? La différence par exemple entre le célibat choisi, le célibat subi, l'articulation entre le célibat et la chasteté, comment est-ce que vous définissez tout ça dans vos études? Oui, ça c'est une bonne question. Alors, on appelle ça en anglais singlehood by choice, quelqu'un qui choisit, singlehood by circumstance, par exemple, quelqu'un qui est divorcé ou veuve, ou quelqu'un qui cherche un amoureux, un copain, mais il n'a pas trouvé. Et il y a une petite différence entre célibat, comme tu dis, qui abstine. Ça aussi, ça peut être là. Il y a toutes ces catégories. Alors, c'est quelque chose que l'individu choisit. Mais les expériences de quelqu'un qui a choisi d'être célibataire, c'est assez différent que quelqu'un qui est par circonstance. Oui. On pourrait imaginer, parce que tu évoquais tout à l'heure un célibataire mais qui vit entouré d'une famille, par exemple, Oui. dans une famille étendue, quelqu'un qui fait le choix d'être célibataire non marié en fait, Oui. ou une vie chaste. On pourrait évoquer aussi des gens mariés qui font le choix d'avoir une vie chaste. Du coup, ça rend plus complexe. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe, c'est un peu fluide. Les gens mariés qui sont chastes, il y aura peut-être un terme qui s'appelle single by heart. C'est une personne qui vit leur vie meilleure comme célibataire. Alors peut-être ça définit un peu, peut-être quelqu'un qui est marié et chaste et prend toutes ses décisions de soi, aime être solitaire, mais peut-être vit avec quelqu'un d'autre dans deux chambres, je ne sais pas. Il y a un ascète hindou, par exemple, qui fait le choix, un ascète. Oui. Un sadhu, par exemple. Oui. Il rentrerait dans le cas des single studies. Oui, tout à fait. Même s'il vit en communauté. Non, communauté, c'est pour cela que j'ai parlé de l'ashram, parce que quand on dit célibataire, c'est pas seulement quelqu'un qui vit seul, ça peut être quelqu'un qui vit. Et dans Single Studies, on parle plutôt de la communauté, on parle plutôt de l'amitié, parce que ça, c'est très central. Et je pense que c'est une
C'est une combinaison de individuel, solitaire et communauté, en même temps. En tout cas, au niveau des lois, j'imagine que ça ne fait pas trop de différence. Si on est célibataire par circonstance, par choix. Oui, au niveau du loi par circonstance et par choix, ça ne fait pas, mais si on est legally single, on est legally single. Alors on doit voir qu'est-ce que sont les lois, par exemple inheritance, ou c'est ce que peut-être Rad peut parler à propos, dont on peut discuter. Mais c'est une recherche qu'on doit faire en Inde. Et je commence maintenant, mais j'espère après quelques ans, il y aura quelque chose plus. Je disais que votre projet était singulièrement beau et on aura des autres occasions pour nous entendre. Merci beaucoup pour au moins donner courage pour les gens qui sont seuls. Et ils ne sont pas vraiment seuls. Ils sont juste singulièrement une vie aussi beau, aussi joyeux que les autres. Un grand merci pour ce grand travail que vous faites et merci pour commencer le festival.